Bonsoir, je suis Erwin Avalon et ce soir, je voudrais vous traiter un sujet d'actualité brûlante. Buonasera, sono Erwin Avalon e stasera vorrei trattare di un argomento di attualità super presente, bruciante, tutto ciò che volete, à savoir le monde celtique, cioè il mondo celtico. Vous me direz, il y a un rapport, direte, c'è una relazione, come possibile? Oh. Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a une relation, mais peut-être qu'il y en aura une. Bon, non so, ma può darsi che ce ne sarà une. Alors, si vous voulez, vous savez que l'histoire est écrite par les vainqueurs, sapete che la storia è scritta dai vincitori. Et alors, les pauvres Celtes, ils se sont pris la raclée par Jules César. I poveri celtici si sono presi la raclée, je sais pas, si sono presi una bababa da Jules César. E quello che dopo ha scritto la storia. C'est lui qui a écrit l'histoire ensuite. En plus, il avait un certain talent littéraire, manque de chance. Bon, in più aveva un certo talento letterario che per i Celti era ancora una mancanza totale di fortuna. Et le résultat, c'est que dans la guerre des Gaules, les pauvres Celtes sont présentés comme des horribles barbares primitifs. Alors, nella guerra delle Gole, i poveri Celti sono presentati come dei barbari primitivi, veramente le lit de la société. Ou la lit. Plutôt la lit de la société. C'était bizarre, tiens. Voilà. E perciò come il basso fondo della società. Évidemment, nous sommes tous imprégnés de ça et c'est intéressant parce que comme nous sommes des Celtes, nous, les Français, i francesi sono più celti degli italiani, les Italiens aussi ont été des Celtes, les Italiens aussi étaient Celtes avant d'être Italiens. Mais nous, on n'est jamais devenu totalement romain, on est resté essentiellement Celtes. Anche italiani erano celti prima di diventare romani, ma noi sempre siamo stati celti. Et alors on se trimballe cette hérédité, on va dire, de primitif qui n'est pas toujours agréable à porter. E così siamo caricati di questa eredità di primitive che non è sempre facile da portare. Les Italiens avaient, Numa Pompilius, par exemple, était étrusque. Numa Pompilius era etrusco. Ci sono stati due re di Roma che erano etruschi. Il y a eu deux rois de Rome qui étaient étrusques. Et l'art étrusque était quelque chose d'absolument extraordinaire. L'art étrusque era una cosa totalmente straordinaria. Bien sûr, c'est la ville étrusque par excellence, zut, j'ai oublié le nom, c'è una città etrusca per eccellenza, di quale ho dimenticato il nome, dans le centre de l'Italie, nel centro dell'Italia, et puis il y a des cités étrusques au nord de Rome, et ci sono delle città etrusche nel nord di Rome. Et on sait que c'est une civilisation qui était extraordinaire, une civiltà qui era straordinaria. Et j'avais une amie à une époque qui avait des statues étrusques originales chez elle, d'immenses statues en métal, en fer. Avevo une amie qui avait delle statues originali etrusche mi sembra che erano in metallo, non era in bronzo, era in metallo et c'était extrêmement impressionnant.
à la fois la beauté, la puissance énergétique era molto bella, la bellezza, la potenza energetica. Et voilà, donc, mais les Étrusques faisaient partie de ce monde ancien qui couvrait toute l'Europe. Gli Etruschi facevano parte di questo mondo antico che copriva l'integralità dell'Europa. Et alors, on en a aussi tout de même, on va dire, des informations par rapport aux cités grecques. Abbiamo anche delle informazioni riguardant le città grecche. Alors vous direz, mais les cités grecques n'étaient pas celtiques, ma le città grecche non erano celte. Si, un peu, parce que c'était la même culture partout. In realtà era la stessa cultura dappertutto. Et si vous voulez, l'idée principale, c'est que seule la cité pouvait permettre la démocratie. L'idea principale è che unicamente la città poteva permettere la democrazia. Un État littéralement écrasait la démocratie, c'est-à-dire le peuple. Uno Stato scacciava la democrazia e perciò il popolo. Et c'est, si vous voulez, la raison pour laquelle les Celtes n'étaient pas constitués en État. E la ragione per quale i Celti non erano costituiti come stati. Et par contre, ils avaient des liens d'entraide très importants les uns avec les autres. Comunque avevano dei legami molto potenti tra di loro. Et si vous voulez, en cas d'invasion extérieure, il y avait toujours cette possibilité pour chaque cité on va dire, de convoquer un certain nombre de guerriers et aller résister ensemble aux envahisseurs. E perciò si raggruppavano quando c'era un pericolo esteriore e ogni città mandava dei soldati che si riunivano con quelli delle altre città per resistere a un eventuale invasore. Et alors, c'est ce qui s'est passé avec Alesia, avec Vercingétorix. C'est ciò che è successo a Alesia con Vercingétorix, che gli italiani non conoscono, ma è il grande capo celto che Jules César ha vinto a Alesia, vicino a Besançon, Sambre. Donc, Alésia se trouvait près de Besançon. Les Italiens ne connaissent pas trop Vercingétorix, je pense, mais nous, Français, tout ce qui se termine par X, on connaît bien. Noi francesi, tutto ciò che finisce da X, conosciamo molto bene. Idée fixe, à bras raccourcis, tous ces machins, on connaît. Idée fixe, à bras raccourcis, bon, direi più facilmente Obélix, Astérix, sono tutte... Et on va dire le village réfractaire aux envahisseurs romains, il villaggio diciamo che résiste à invasori romani, c'est peut-être ça le grand rêve celtique, può darsi che il grande sogno celtico questo. Alors, on a une bonne idée de ce qui se passe du monde celtique quand on observe ce qui se passait en Grèce. Ciò che succedeva in Grecia dà una buona idea di come funzionava il mondo celtico. Je parle de la Grèce avant Alexandre. Parlo della Grecia prima di Alessandro. Alexandre, si vous voulez, c'est la négation de l'esprit grec. Alessandro è la negazione dello spirito greco. C'est la destruction des cités au profit du royaume de Macédoine qui devient ensuite un empire gigantesque. Et la destruction delle città al profitto del regno macedoniano che dopo diventa un immenso imperio.
Et donc, c'est peut-être le traître à la conscience celtique. Rodard, c'est qu'il traditore la conscience originale. Mais quand on étudie l'histoire pré-macédonienne, quando si studia la storia greca pré-Macedonia, on voit que, eh bien, il y a dans chaque cité la lutte entre la démocratie et la tyrannie. Ogni città vive la lotta fra démocratie et tyrannie. Alors, si vous voulez, il y a la démocratie est d'une fragilité extraordinaire. La démocratie est d'une fragilité extraordinaire parce qu'elle implique l'unité de la conscience des citoyens, parce qu'elle implique l'unità della coscienza dei cittadini. Et si vous voulez, la démocratie, c'est l'âme d'un peuple, en l'occurrence d'une cité. La démocratie consiste a fare parlare l'anima di una città. Et si vous voulez, l'âme d'une cité doit être composée de citoyens qui ont leur cœur qui battent à l'unisson. L'anima di una città deve essere costituito di cittadini che hanno il cuore che batte in unità. Et pour que le cœur des citoyens batte en unité, il faut qu'ils regardent tous dans une direction déterminée. Et per fare che questo cuore batte in unità, bisogna che tutti i cittadini guardino in una direzione determinata. Ce qui indique idéal, ciò che significa idéal. Et ça veut dire un haut idéal, non seulement de haut idéal de la mission de la cité, significa un alto ideale della missione della città, mais aussi un haut idéal de la conscience humaine, ma un alto ideale della coscienza umana. Ça veut dire que la démocratie implique que l'âme humaine soit tournée vers l'esprit. La démocratie implica che l'anima umana sia girata verso lo spirito. Parce que seule la direction vers l'esprit donne cette direction commune et unifie. Perché unicamente la direzione verso lo spirito dà questa visione comune et unifica. Et si vous voulez, c'est la raison pour laquelle le soleil est le plus souvent le modèle vénéré dans toutes les cités antiques, et la ragione per quale il sole è spesso il modello venerato da tutte le città antiche, parce que le soleil représente l'unité et l'idéal en même temps, perché rappresenta l'unità et l'idéal nello stesso tempo. Ah, donc, si vous voulez, cela pose la question, est-ce que la démocratie est possible déjà dans un cadre plus vaste que la cité? Questo ci fa venire la domanda di chiedersi se la democrazia è possibile in un quadro più largo della città, et donc pour les Celtes, la réponse est absolument non. Mais si on transfère à l'époque actuelle, ma se si trasferisce à l'époque actuelle, se demander si la démocratie est possible sans un haut idéal, sans une unification de la conscience et sans une direction spirituelle de la conscience. E se trasferiamo alors à l'époque actuelle, bisogna chiedersi se la democrazia è possibile senza un'unificazione della coscienza collettiva, senza una direzione comune, senza un ideale elevatissimo. Et ça, ce sont des questions extrêmement importantes e sono delle domande estremamente potenti
que les anciens se posaient et que les modernes ne se posent plus. Sono delle domande estremamente importanti che gli anziani si facevano ma che i moderni hanno totalement abandonnato. Et alors on voit dans les cités grecques, si vous voulez, cette lutte farouche pour la prise de pouvoir par les tyrans. E vediamo nella città greca una lotta feroce dei tiranni che cercano a prendere il potere nelle varie città. Et Athènes, mais les autres cités aussi, est un bel exemple de cette lutte permanente entre l'esprit démocratique et l'esprit tyrannique. E Athènes è un bel esempio di questa lotta permanente fra lo spirito democratico e lo spirito, se possiamo parlare di spirito in questo caso, tirannico. Voilà. Et donc, la démocratie, c'est le gouvernement du peuple par le peuple. La démocratie, il governo del popolo attraverso il popolo. Et dans l'histoire, on va dire, italienne, enfin, dans l'histoire de la Renaissance, on retrouve ça à Florence, à Venise. Nella storia del Rinascimento ritroviamo questa storia a Firenze, a Venezia, où toujours cet équilibre extrêmement fragile entre la démocratie et la tyrannie. Questo equilibrio è sempre molto fragile fra démocratie et tyrannie, et c'est toujours la tyrannie qui l'emporte. Et sempre la tyrannie qui prévale, parce que dans un monde qui se globalise de plus en plus, la cité devient un cadre de plus en plus fragile, perché in un mondo dove tutto si globalizza, in un mondo dove gli stati si costituiscono, la città diventa qualcosa di estremamente fragile. Et malgré cela, vous voyez par exemple aux Dardanelles que les Grecs, mus littéralement par cette volonté extraordinaire de résistance et mus par cette force de cohésion du peuple, réussissent à mettre les armées perses en déroute. Et vedete là quanto la popolazione nelle Dardanelle e quanto un gruppo molto piccolo di greci riescono a vincere l'esercito perse. Et alors, vous vous souvenez aussi que à ce moment-là, d'après les textes des auteurs qui rapportent ces histoires, les Grecs ont été aidés par des phénomènes météorologiques absolument incroyables. E vedete che secondo ciò che ci raccontano gli autori classici, che i greci sono stati aiutati da fenomeni meteorologici assolutamente impressionnanti, des fulmini incredibili, beaucoup de foudre, comme si le feu du ciel s'abattait sur les armées perses, come se il fuoco del cielo cadevano sulla testa dell'esercito perse. Et on a toujours cette histoire intéressante que les Gaulois avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. E avete sempre questa storia molto interessante, secondo quale i Gallesi avevano paura che il cielo gli sarebbe caduto sulla testa. Ça peut tout à fait faire référence à cet épisode-là. Pour riferirsi completamente a questo episodio. Parce que si vous voulez, bon, et là
je veux dire, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, hein, perché se volete non ho il tempo di entrare nei dettagli, mais se pose la question de ce qui se passait dans les temples. Là, ci possiamo chiedere le domande di ciò che succedeva nei tempi greci. Aussi, alors, le monde celtique, on n'a pas forcément retrouvé des temples. Nel mondo celtico non abbiamo trovato dei templi, mais nous avons des structures tout à fait extraordinaires qui sont les pierres levées. Ma abbiamo delle strutture totalmente straordinarie che sono le pietre levantate. Et ça, c'était les temples à ciel ouvert du monde celtique. Questi erano i tempi a cielo aperto del mondo celtico. Et si vous voulez, les menhirs étaient des aiguilles d'acupuncture, des acuti di acupuncture, qui étaient plantés dans le sol, mais qui chacun relayait la puissance d'une étoile. Ma ognuno di questi menhir, diciamo, faceva passare la force di una stella. C'est tout à fait extraordinaire parce qu'il y a de longues années, j'étais à Malte, je donnais des conférences à Malte, molto tempo fa davo delle conferenze a Malte, qui étaient organisées par des gens, voilà, organizzato da gente locale qui mi aveva invitato. J'ai donné 2 fois des enseignements à Malte, ho dato 2 volte degli insegnamenti a Malte. Et à la fin du séjour, mes amis me disent: on veut te faire connaître un vieil anglais. Alla fine del soggiorno, gli amici che avevo organizzato mi hanno detto: ti vogliamo fare conoscere un vecchio inglese. Bon, j'y vais, hein, bien sûr, c'est toujours très intéressant. Il faut faire confiance, là où les portes s'ouvrent, on y va. Alors, chiaramente, bisogna essere in fiducia, dove si aprono le porte, andiamo, on arrive, et il dit à mes amis: bon, je reste seul avec lui, arrivo, dice ai miei amici, voglio stare da solo con lui. Et là, il m'amène dans son jardin, mi porta nel suo giardino, et son jardin était plein de pierres levées, bon, pas très hautes, hein, mais c'était quand même des beaux blocs. Il suo giardino era pieno di pietre dritte, non tanto alte, ma erano comunque costituite di blocchi abbastanza importanti. Et il me dit: voilà, j'ai constitué dans mon jardin la réplique de Stonehenge. Ho ricostituito nel mio giardino la réplica di Stonehenge. Et voilà, et puis il m'a expliqué tout un tas de choses, et à la fin, il m'a donné la carte du lien à la fois du lien des menhirs de Stonehenge avec les étoiles. Hein, alla fine mi ha dato tutta la carte dei collegamenti dei menhir con le stelle, et aussi tous les points d'énergie sur la planète, e anche tutti piani di energia sul pianeta qui étaient tous reliés les uns avec les autres, che erano tutti collegati uno con gli altri. Et dans une vidéo présentée lors du confinement l'année passée, une vidéo presentato nel confinamento l'anno passato, je ne sais plus lequel, c'était vers la fin, vous avez représenté tous les liens qui unissent tous les grands temples sur la planète, avete i collegamenti che uniscono tutti i grandi tempi sul pianeta. Et si vous voulez, les Celtes avaient une connaissance extraordinaire de ces connexions, i Celti avevano una conoscenza straordinaria di tutti questi collegamenti. Par exemple, ils construisaient
toutes les cités sur des lignes de force qui correspondaient les unes avec les autres. Costrucevano tutte le grandi città su delle linee di forze che corrispondevano et toutes les villes qui étaient sur les mêmes lignes de force ont des noms qui ont la même étymologie. Et tutte le città che sono sulle stesse linee di forza hanno dei nomi che hanno la stessa etimologia. J'ai des documents là-dessus, il faudrait que je cherche, ou des documenti sobre questo, dovrei cercare per ritrovarlo. Voilà, et alors si vous voulez, ce qui est extraordinaire, c'est que le pouvoir dans les cités était entre les mains des, ce qu'on pourrait appeler des théologiens. Il potere nelle città era nelle mani di quelli che possiamo chiamare dei teologiani, mais ce n'étaient pas des intellectuels de la théologie, c'était des praticiens de la théologie, ma non erano dei intellettuali della teologia, erano dei praticanti della teologia. Et pour eux, si vous voulez, la pratique de la théologie, c'était la science de l'énergie. La pratica della teologia era la scienza dell'energia. Et donc, ils utilisaient bien sûr les sites de Pierre Levé pour commander à la fois, commander à la nature, usavano I siti di pietre levate per comandare alla natura, mais ils pouvaient les utiliser pour commander à la nature parce qu'elles étaient reliées aux étoiles, ma le potevano utilizzare per comandare alla natura perché erano collegate con le stelle. Et parce que c'était des aiguilles d'acupuncture, elles avaient une fonction guérisseuse et comme erano delle acuti nella terra, avevano una funzione guaritrice. Et alors, si vous voulez, bien sûr, les êtres qui commandaient à la fois aux esprits de la nature et qui savaient utiliser la puissance des sites sacrés, c'était les Merlins, chiaramente gli esseri che conoscevano la scienza, diciamo, dell'energia e che potevano utilizzare la potenza, diciamo, di questi siti di pietre levate erano i Merlini. Les Merlins qui avaient deux fonctions. La première fonction, ils communiquaient avec les forces de la nature. I Merlini avevano due funzioni. La prima era di comunicare con le forze della natura. Et la deuxième, grâce à l'utilisation des forces de la nature, c'était de grands guérisseurs. Et la seconde, grazie al fatto che sapevano comunicare con la natura, erano anche dei grandi guaritori e ils avaient la connaissance des plantes, avevano la conoscenza delle piante. Et voilà, et bon, alors je pourrais me lancer dans le gui, dans pas mal d'explications là-dessus. Potrei cominciare a parlare di come usavano alcune piante et on le trouve dans la bande dessinée Astérix avec la potion magique. E potrei parlare di come sapevano utilizzare alcune piante, lo troviamo chiaramente nei fumetti su Astérix et la pozione magica. Et donc, si vous voulez, c'était extrêmement important parce que chez les Celtes, la fonction spirituelle était d'abord une fonction magique. Dai Celti la funzione spirituale era prima di tutto una funzione magica. Alors, comment peut-on définir à ce moment-là la magie? Come si può définire a questo momento la magia? Eh bien, si vous voulez, la magie, c'est l'utilisation, la capacité d'utiliser les forces cosmiques d'une telle façon qu'elles vont mettre en déroute les lois objectives de la matière. Come possiamo definire la magia?
la definiamo per il fatto che questi merlini sapevano utilizzare l'energia dell'universo a un tal punto che potevano sfidare les leggi objectives de la matière et donc provoquer ce qui ensuite sont devenus des miracoli, perciò provocare ciò che ulteriormente sono diventato dei miracoli, mais qui pour les populations celtiques n'étaient absolument pas des miracles, ma che per la popolazione celtica non erano per niente dei miracoli, c'était uniquement la capacité qu'ils avaient d'utiliser l'électricité cosmique. Era unicamente legato alla possibilità che avevano di utilizzare l'elettricità cosmica. Et l'électricité cosmique, c'est, on va dire, la même chose que ce que les hindous appellent le prana, l'électricità cosmica è la stessa cosa di ciò che gli indiani chiamano il prana. Si vous voulez, l'électricité cosmique, c'est la puissance de vie qui régit l'ensemble de l'univers qui se manifeste par l'intermédiaire de la lumière. L'électricità cosmica, chiamata prana dagli orientali, è l'energia di vita che si manifesta diciamo nella sua creazione attraverso la luce. Et donc, et on revient, si vous voulez, au phénomène des manifestations extraordinaires qui ont mis les armées perses en déroute aux Dardanelles, e torniamo a queste manifestazioni straordinarie, di manifestazioni dei lampi, des éclairs extraordinaires, dei lampi che hanno messo che hanno fatto fuggire diciamo, l'esercito perse nelle Dardanelles. Et là, c'était dirigé à partir du temple de Delphes. Et là, era diretto à partir del tempio di Delphes. Donc, si vous voulez, on va dire que les Celtes communiquaient avec le divin avec des structures à ciel ouvert. I Celti comunicavano con il divino et avec cette électricité cosmique et con quest'elettricità cosmica attraverso delle strutture a cielo aperto. Pendant que les Grecs, eux, avaient, on va dire, modifié les structures d'origine e les avaient couvertes d'un toit. I Greci avevano modificato le strutture originarie e le avevano coperte di un tetto. Mais les piliers des temples grecs ne sont rien d'autre que la réminiscence des menhirs. I pilastri dei templi greci sono unicamente il ricordo dei menhirs. Et pareil, si vous trouvez, par exemple, dans le monde égyptien, qui est une exception parce que le monde égyptien n'était pas une démocratie, c'était des royaumes théocratiques. I regni egiziani non erano una democrazia, erano una teocrazia. Mais pareil, ces immenses pylônes gigantesques qui soutenaient le toit des temples, c'était la même chose que les menhirs qui, eux, soutenaient le ciel étoilé. Perciò i grandi templi egiziani con questi pilastri assolutamente gigantissimi, come li troviamo a Karnak, per esempio, sono assolutamente la stessa cosa che i grandi centri di pietre levate che troviamo nel mondo celtico, e salvo che per i Celti il tetto era il mondo stellare. Voilà, pour les Celtes, le toit c'était le monde stellaire et
Et on voit que quelque part, déjà, dès qu'on met un toit, eh bien, on se coupe du monde stellaire. Et quando si mette un tetto, diciamo, c'è già una separazione con il mondo celeste. Voilà, donc si vous voulez, c'est absolument sublime. Et une fois, j'étais à Carnac en Bretagne, et una volta stavo a Carnac in Bretagne, et j'étais avec des amis de Brest, stavo con degli amici di Brest, et j'en avais tellement assez de la pluie, avevo talmente abbastanza della pioggia, que je dis à mes amis, écoutez, on va à Carnac et on fait revenir fait revenir le beau temps. Alors, ils étaient plutôt sceptiques. Pardon, ils étaient sceptiques. Ah, ils étaient à la fois celtiques, mais très sceptiques. Perciò erano molto scettici. Ho fatto un lapsus con celtici, voilà. Et donc, on est arrivé, et puis on s'est vraiment lié au grand bloc de pierre. Ci siamo collegati ai grandi blocchi di pietra. Alors, il y a tout un tas de moyens de se relier au grand bloc de pierre. Bon, en fait, il faut rentrer dedans e devenir un avec. Ci sono mare di modi per collegarsi con questi grandi blocchi di pietra, bisogna entrare dentro, diventare uno con loro. Et alors, il se passe quelque chose puisque c'est un moyen d'entrer en relation avec des étoiles. Succede qualcosa perché un mezzo per entrare in collegamento con le stelle. Et là, à ce moment-là, si vous voulez, le pouvoir des étoiles se substitue au pouvoir de l'homme. Il potere delle stelle si sostituisce al potere dell'uomo. Et donc, c'est le pouvoir de cette grande électricité cosmique, il potere di questa grande elettricità cosmica. Et à ce moment-là, j'ai demandé le beau temps, ho chiesto che tornassi il tempo bello, et vraiment, ça a été magnifique puisque un grand cercle de ciel bleu s'est dessiné autour de nous alors que la pluie continuait à tomber autour. Donc ça peut paraître totalement invraisemblable, mais pourtant on était à la fois émerveillés, étonnés et sceptiques. Mais quand on met les trois ensemble, eh bien on a celtique. Eravamo sorpresi, un po' increduli e sorpresi, ma quando mettiamo questi tre aggettivi insieme si trasforma in celtici e eravamo diventati dei Celti. On était devenus des Celtes, on avait récupéré la mémoire des Celtes, avevamo recuperato la mémoire dei Celti, on avait récupéré cette conscience merveilleuse de ces mémoires qui dorment en ces lieux, mais qui dorment aussi à l'intérieur de nous. Avevamo recuperato questa meravigliosa memoria di questi luoghi che dormano di queste memorie che dormano in questi siti straordinari, ma che dormano anche in noi. Voilà, donc, si vous voulez, c'est une petite approche sur la pointe des pieds de Geda e un piccolo approccio sulla punta dei piedi di questa meravigliosa civiltà. Et si vous voulez, il y a des sites de pierre levée partout dans le monde antique. Ci sono dei siti di pietre levantate dappertutto nel mondo antico. Si vous voulez, il y en a même jusqu'au Portugal. Hein. Alors, vous avez Portugal, avec il Portogallo. Plus au nord, vous avez la Galice. Puis au nord, avete la Galizia. Plus au nord, vous avez la Gaule. Puis au nord, avete la Gallia.
Puis au nord, vous avez le pays de Galles. Puis au nord, avete il paese di Galles. Et tout ça, si vous voulez, c'est une ligne d'énergie continue de cette civilisation celtique qui regarde la mer et filo conduttore di questa civiltà celtica che guarda il mare et voilà, mais qui était présente dans l'Europe toute entière avec des manifestations particulières, ma era presente in tutta l'Europa con delle manifestazioni particolari. Et en Sardaigne, par exemple, il y a aussi des, si vous voulez, ça prenait des formes un peu différentes. La Sardegna era un po' diversa parce que la géographie des îles présentait une autre topographie. La géographie delle isole dava un'altra impronta. Et vous avez les nuraghi qui sont extraordinaires en Sardaigne, dont on ne sait pas d'où ils viennent. In Sardegna ci sono i nuraghi, non si sa molto bene da dove vengono, ma avete anche le tombe dei giganti nel nord, et on a aussi les tombes des géants. Vous avez à Malte des temples d'époque extrêmement reculée aussi, dont un temple souterrain. Il y avait aussi des lieux de culte très particuliers. A Malta c'erano molti tempi, di quali un templo sotterraneo incredibile, et on ne sait rien de toutes ces choses-là. On va dire que les États ont tué la mémoire des cités. I grandi stati hanno ammazzato la memoria delle città. Mais et peut-être que maintenant, l'avenir du futur, enfin notre futur, c'est le retour aux cités. Può darsi che il nostro futuro dipende dalla nostra capacità di tornare verso la città, c'est-à-dire vers des cellules, on va dire, de vie en commun et de partage où vraiment l'âme humaine peut de nouveau regarder le ciel, perciò delle piccole strutture dove si incontrano gli esseri e dove di nuovo possono guardare il cielo et où ils vont pouvoir commencer à récupérer cette mémoire des étoiles qui est tellement importante et qui vit à l'intérieur de nous, et dove la gente potrà cominciare a recuperare questa memoria delle stelle che vive all'interno di noi et que beaucoup d'êtres humains ont oublié, che molti esseri umani hanno dimenticato, mais le moment est arrivé de nous souvenir, ma il momento è arrivato di ricordarci. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit voyage dans le monde celtique, spero che avrete apprezzato questo piccolo viaggio nel mondo celtico, e je vous remercie pour votre attention e vi ringrazio per la vostra attenzione.